Littérature et psychanalyse, ce rapprochement peut paraître paradoxal, peut-être même scandaleux. Pourtant, la cure analytique fait appel à la mémoire et au langage que nous retrouvons aussi au cœur de l'expérience littéraire. En effet, en proposant à ses patients d'associer librement, Freud les invite à faire le récit des scènes traumatiques qui se trouvent être sous-jacentes à leur malaise. En faisant ceci, il les invite en réalité à devenir des écrivains, à construire les romans, les récits amoureux de leur traumatisme. Pourtant, beaucoup d'auteurs récusent la psychanalyse. Certains craignent qu'une expérience psychanalytique tarisse leur inspiration. D'autres rejettent ce qu'ils estiment être les schémas réducteurs de la psychanalyse. Bien que ces réticences ne soient pas sans fondement, on peut leur opposer aussi bien le cas d'écrivains qui ont considérablement assoupli, enrichi leur talent au contact avec la psychanalyse, que des interprétations qui ne considèrent pas, par exemple, Dostoïevski ou Shakespeare comme basés essentiellement ou uniquement sur le complexe d'Édipe ou la pulsion de mort. Mais ce n'est pas dans cette direction que je voudrais m'engager. Je voudrais insister sur le fait qu'aussi bien l'expérience analytique que les textes littéraires du XXe siècle proposent une investigation sans précédent, une nouveauté tout à fait radicale dans le voyage au sein du psychisme et dans le mystère de ce qu'on appelle l'être humain. Et pour ceci, nous sommes obligés nécessairement de faire résonner ces deux expériences l'une par rapport à l'autre. Autrement dit, la nouveauté des deux n'apparaît que dans la confrontation entre les deux. Qu'est-ce que la psychanalyse ? Telle pourrait être la première question que je souhaiterais poser, et ceci me paraît important car dans le monde actuel, nous vivons sous l'emprise d'une part des neurosciences, d'autre part de l'image, autant de phénomènes qui me paraissent conduire à un certain déclin de la curiosité psychique. Et par rapport à ce déclin, on peut craindre que la psychanalyse soit sous-estimée. Or, il me semble, et je reprends en ceci une estimation faite par Freud lui-même, il me semble que la psychanalyse peut être considérée comme une des grandes révolutions scientifiques, après celle de Darwin, après celle de Copernic. En effet, en la suite de la révolution copernicienne, qui a détrôné la Terre supposée astre central, après la révolution darwinienne qui a détrôné l'homme en tant que créature supérieure supposée en quelque sorte séparée par un abîme du reste des animaux, eh bien Freud blesse la conscience et le temps qu'on supposait constituer le tout de l'esprit humain, en ouvrant précisément ce qu'il appelle l'autre scène de l'inconscient qui ignore le temps. Freud propose, pour ce faire, un extraordinaire modèle du fonctionnement psychique. Et ce modèle est fondé sur l'anamnèse, c'est-à-dire la remémoration, l'invitation à constituer le souvenir verbalisé, mis en mots, du traumatisme et de l'ensemble de la vie psychique, en supposant que cette anamnèse, cette remémoration va lever, soulever et résorber le malaise. On voit là que se profilent deux choses. D'une part, une extraordinaire refonte de l'ancien dualisme âme-corps. Et d'autre part, un pouvoir exorbitant conféré à la parole pour qu'elle devienne, d'une part, un moyen thérapeutique inattendu, et d'autre part, un moyen d'investigation de la vérité de la condition humaine. Il ne s'agit pas d'entrer ici dans les détails de cet appareil psychique. Je dirais simplement deux mots en ce qui concerne l'impact que cet appareil psychique, mis en place par Freud, peut avoir sur notre conception de la morale et de la religion.
loin de tout nihilisme, Freud enracine aussi bien la morale que la religion dans ce qu'il va appeler la fonction paternelle. Et ceci dès le livre fondateur de la psychanalyse, c'est-à-dire l'interprétation des rêves en 1900. Il va continuer l'exploration de cette fonction paternelle, notamment dans Totem et Tabou de 1912, et tout au long de son œuvre, en particulier à travers l'investigation de ce qu'il va appeler le complexe d'Édipe et son déclin. Or, au sein de l'appareil psychique, c'est le surmoi qui est l'héritier de la fonction paternelle. Eh bien, c'est le surmoi, nous dit Freud, et non pas telle ou telle instance transcendantale extérieure à l'être humain, c'est le surmoi qui génère la culpabilité, le malaise et toutes les formes de mal-être psychique. Autrement dit, c'est en travaillant l'ensemble de l'appareil psychique, en le traversant à travers la parole, que nous allons soulager le surmoi et par conséquent aussi le mal-être et la culpabilité. Nous arrivons à ce moment de notre réflexion, à un moment très précis et je pense radical de la pensée contemporaine, qui conduit à une sorte d'incision précise dans le lien qui attache l'homme à Dieu dans la culpabilité. Sauf peut-être Heidegger, mais par des voies tout à fait différentes, est allé aussi loin dans cette direction lorsqu'il suppose que la conscience humaine ne se rend pas coupable par commission ou omission, en commettant ou omettant certaines choses, mais qu'elle l'est de toute façon, dans la mesure où cette conscience humaine est un être jeté, un Dasein, dit-il, c'est-à-dire que, en vertu de son existence, elle est en deçà de l'être, et à partir de cette culpabilité, ou plutôt endettement radical, la conscience ne peut que remercier en pensant. Je vais rapidement fermer cette fenêtre que peut-être nous ouvrirons une autre fois, car je pense que la littérature partage cette ambition de faire une incision radicale, mais sans nihilisme, dans le lien qui rattache l'homme à Dieu, c'est-à-dire plus précisément au sens tel qu'il est donné intrinsèquement dans le langage et son déploiement fictionnel. Pour en revenir à Freud et son lien à la littérature, nous savons tous combien les grands écrivains du passé, mais aussi contemporains de Freud, ont été des lectures importantes qui lui ont fourni aussi bien des thèmes que des analyses extraordinaires. Évidemment, Sophocle avec Édipe Roi, qui va donner le complexe d'Édipe, mais aussi Shakespeare avec Hamlet, mais aussi Dostoïevski, bien entendu Diderot, les grands écrivains allemands, Goethe, Schiller et Heine, jusqu'à Stefan Zweig, etc. Pourtant, Freud considère que la littérature et l'art en général sont trop englués dans ce qu'il appelle le principe de plaisir, contrairement au principe de réalité qui, pour lui, devrait en fin de compte dominer l'expérience humaine. Et on va trouver cette ambiguïté que Freud va déplorer en ce qui concerne l'œuvre d'art, on va trouver cette ambiguïté à l'égard de l'estimation de la littérature chez des auteurs psychanalystes plus récents. Lacan, par exemple, me semble dévaluer l'imaginaire. Par contre, quelqu'un comme Winnicott réhabilite le jeu et la créativité, aussi bien dans le développement de l'enfant que parmi ce qui va lui apparaître comme étant la finalité de la psychanalyse. Nous en arrivons ainsi au deuxième volet de ce qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est l'expérience littéraire que je vais essayer de prendre dans une période historique toute proche de nous, c'est-à-dire à la charnière du 19e et du 20e siècle, où cette expérience littéraire, pour reprendre un célèbre mot de Stéphane Mallarmé, subit une crise exquise. Ainsi, à la fin du 19e, début 20e siècle, lorsque la psychanalyse introduit une conception radicale de l'être humain, lorsque en Allemagne, par exemple, la phénoménologie avec Husserl déploie une nouvelle conception du sens, de sa genèse, de l'ampleur et des limites de la conscience, en France, c'est la littérature qui va aller le plus loin dans l'exploration des secrets
de l'être humain comme être parlant. Et ceci à travers l'expérience de quelques grands écrivains dont les noms sont largement connus. J'ai nommé Rimbaud, Lautréamont et tout particulièrement Stéphane Mallarmé, dont les textes, parfois considérés comme ésotériques, sinon hermétiques, finalement rendent de la manière la plus claire, la plus soutenue, la plus marquée, l'importance de cette crise, de ce que j'ai appelé ailleurs, de cette révolution du langage poétique. J'ai dit que les textes de Mallarmé sont souvent perçus comme hermétiques et en effet, Mallarmé avait un projet qu'il formule ainsi dans un de ses textes. Il voulait créer, dit-il, un mot total, neuf, étranger à la langue. Ça ne vous étonnera pas d'apprendre que des étrangers, et en particulier des étrangères comme moi, ont été fascinés par les textes de Mallarmé. Mais cette étrangeté, en fait, n'est pas extérieure à la langue. C'est une inquiétante étrangeté qui est familière, qui est au creux de la langue, qui est ce qu'il va appeler ailleurs son mystère, son secret. Alors quand on regarde, quand on étudie, quand on lit l'histoire et la biographie de Mallarmé, on s'aperçoit que ce souci de rendre compte du mystère de la langue se situe dans une crise personnelle. Une crise personnelle qui ressemble bien à une dépression et que Mallarmé aurait vécu dans les années 1866-67, à preuve beaucoup de lettres qu'il envoie à des amis comme Casalis ou Lefébure et dans lesquelles il dit, entre autres, que la destruction a été sa Béatrice, ou bien que lorsque il creusait le verre, il a rencontré le néant. Par ailleurs, il va parler de ce moment comme d'un gouffre central et de son souci de donner le signe de ce gouffre central, d'une grande impossibilité spirituelle, dit-il, qui n'a rien à voir avec l'impuissance créatrice, comme on l'a souvent dit, mais avec quelque chose que beaucoup de gens éprouvent et qui est cette perte du sens, perte du goût de la vie et qui s'appelle une dépression. Alors, il se trouve que, simultanément, la société française vit une crise, qui est une crise politique et une crise religieuse. On connaît les scandales de la Troisième République, entre autres le scandale de Panama, auquel Mallarmé a été très sensible. On connaît aussi la crise anarchiste et jusqu'à l'affaire Dreyfus. Eh bien, Mallarmé était très sensible à ce bouleversement social, à cette crise sociale et aux résonances qui peuvent exister entre la crise personnelle et la crise sociale. Et il a dit à cet égard qu'il avait l'impression de se trouver devant un monstre, par rapport auquel, dit-il, recule, l'individu jadis humain. C'est très poignant cette expression de l'individu jadis humain. Alors comment faire pour réhabiliter cet individu, qu'il ne soit pas humain seulement jadis? Eh bien, il trouve comme seule solution de travailler la mémoire de la langue. La mémoire de la langue et la mémoire subjective, bien entendu, ce qui donne ces étranges poèmes, par exemple Prose pour des Esseintes ou Le coup de dé. Je vous rappelle très rapidement Prose, ce premier vers, en effet, qui sonne hermétique, mais qui est d'une grande justesse. Hyperbole de ma mémoire, triomphalement ne sais-tu te lever aujourd'hui grimoire dans un livre de fer vêtu. Vous ne percevez pas grand-chose, ça vous paraît hermétique, soit. Mais vous percevez sans doute le désir d'un excès, hyperbole. Le désir d'appeler la mémoire, hyperbole de ma mémoire. Et puis, le désir de secouer les grimoires, les vieux livres, les lettres mortes. Pourquoi faire? Eh bien, pour raconter une histoire qui vient tout de suite après, et qui est l'histoire d'un dédoublement. Le personnage central, c'est-à-dire le poète, se trouve sur une île, et sur cette île, tout à coup, il constate qu'ils étaient deux. Nous fûmes deux, dit-il, et ces deux, c'est quoi? C'est un dédoublement, bien entendu, qui ressemble à une crise hallucinatoire de dédoublement proche de la psychose, mais l'autre, le double, est une femme. Donc, aussi, une sorte d'auscultation peut-être d'une androgynie fondamentale, d'une bisexualité fondamentale. À partir de ces dédoublements, va se produire une pulvérisation de la mémoire.
l'image que Mallarmé nous donne est un sol clairsemé de cent-iris. Et à la fin de tout ça vont surgir deux noms propres. Pour la partie féminine, Pulchérie, c'est-à-dire la beauté, et pour la partie masculine, Anastase, ce qui veut dire en grec résurrection. Donc le travail du poète va consister à traverser et la crise personnelle et la langue pour produire une nouvelle résurrection. Donc il faudrait entendre cette invitation à traverser l'histoire personnelle aussi dans un sens microscopique. On va traverser l'histoire personnelle, mais également la langue. Et par conséquent, il faudrait entendre par-delà les signes leur musique. Hyperbole, de ma mémoire. Il faudrait chanter presque comme ce que les Anglais appellent les nursery rhymes, les chansons que les mamans chantent à leurs enfants, pour nous rendre en quelque sorte proches de la musique inconsciente de la langue qui, nous dit Mallarmé, tisse une musique avec nos fibres et que j'ai appelé les bases pulsionnelles de la phonation, c'est-à-dire le point où la langue, la signification, la conscience rejoint. On voit cette alchimie du verbe, comme diront les surréalistes, pratiquée par Mallarmé au niveau de la phrase aussi. Vous vous souvenez sans doute de ce beau texte qui est un coup de dé où une phrase est pulvérisée cette fois-ci et non pas les mots, puisque une seule phrase est pleine dans le texte et cette phrase est découpée de manière à ce que lui soit enchâssées, comme on dit en linguistique, c'est-à-dire subordonnées, des phrases parfois incomplètes et qui font que nous perdons presque par moments la signification, mais nous nous rattrapons lorsque nous suivons le texte. Eh bien, ce travail qui peut paraître en effet hermétique ou ésotérique est considéré comme Mallarmé, et vous verrez ainsi la suite, ou plutôt la jonction qu'il fait avec les phénomènes sociaux, il est considéré comme, dit-il, un explosif. Un éclat. Et il fait le lien avec l'attentat anarchiste. Le livre comme attentat, dit-il. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul à considérer son geste comme fondamentalement révolutionnaire, mais bien entendu pas au niveau des institutions, mais au niveau des plis de la vie psychique et jusque la langue, puisque quelqu'un comme Louise Michel, la grande anarchiste, dans des deux conférences bien connues, l'une à Paris, l'autre à Londres, a reconnu Mallarmé comme un anarchiste. Les décadents, les symbolistes, dit-elle, comme les anarchistes devenus révolutionnaires, eh bien, ce sont des gens qui veulent renouveler l'être humain en renouvelant la langue. C'est un grand projet que tous les avant-gardes vont suivre tout au long du XXe siècle, mais dont Mallarmé, finalement, est la source. Marcel Proust est sans doute le plus grand romancier français du XXe siècle. Sans référence explicite à Freud et tout en voulant écrire ce qu'il appelait le roman de l'inconscient, il identifie le roman avec la recherche du temps perdu, qui s'avère être en dernière instance une recherche de la sensation et de la passion amoureuse dans ce qu'elle a de plus ambigu, de plus insondable, en particulier l'homosexualité féminine et masculine. Proust est contemporain de deux grands moments historiques, l'affaire Dreyfus d'une part et la Première Guerre mondiale. Il a été, notamment en ce qui concerne l'affaire Dreyfus, très engagé, du moins au début. Ainsi, avec ses amis, les deux frères Halévy, Robert de Flers, Jacques Bizet et d'autres, il est parmi les organisateurs du manifeste des 104, qui étaient des supporters de Dreyfus, et qui a obtenu en quelques mois 3000 signataires. Et pourtant, à la fin de la recherche du temps perdu, c'est-à-dire dans le temps retrouvé, nous trouvons des phrases qui sont extrêmement hostiles à tout engagement et dans lesquelles Proust dit en substance que ce qui compte, c'est uniquement le livre intérieur. C'est ça la vraie vie. Ce désengagement est dû à différentes déceptions, aussi bien personnelles que politiques, mais je crois qu'il dit quelque chose d'essentiel, à savoir que la vocation de l'écrivain est de se pencher sur l'intimité et sur les secrets du langage pour nous conduire à des vérités autres que cet enthousiasme politique dont Mallarmé déjà disait qu'il n'est pas satisfaisant, ou pour reprendre encore un mot de Mallarmé, voter même pour soi, disait-il, ne suffit pas, il faudrait entendre
cela dans le contexte actuel. Et Proust n'était pas loin de cette dévaluation du social, lorsqu'il parlait aussi de littérature de notation qui, visiblement, n'était pas la sienne. Donc, recul, retrait, ou plutôt intérêt intense dans l'intimité. Et pour illustrer cela, je voudrais donner un exemple qui est largement connu, même par ceux qui n'ont jamais lu Proust et qui savent que c'est l'auteur de La Petite Madeleine. L'exemple donc, c'est l'épisode de La Petite Madeleine qui se trouve dès le début de La Recherche du temps perdu. Chacun se souvient du narrateur en tant que jeune homme qui se retrouve avec sa mère en train de prendre le thé et la dégustation de cette boisson avec la petite Madeleine trempée dans le thé lui procure un ravissement qu'il va décrire d'ailleurs en des termes tout à fait érotiques. C'est quelque chose qui tressaille, qui monte, ça se lève, nous dit-il. Eh bien, il aura du mal à décrire cette expérience. Et pour pouvoir la décrire, il va opérer un déplacement. C'est un déplacement dans l'espace et dans le temps. Il va se souvenir qu'il a pris le même thé, non pas avec sa mère, mais il y a quelque temps, c'est le déplacement dans le temps, dans un autre lieu, le déplacement dans l'espace, avec la tante Léonie. Or, la tante Léonie est un personnage plutôt grimaçant, ridicule, qui permet à Proust d'introduire le blasphème, après avoir introduit l'idylle. On peut aller même plus loin, car à la fin des Jeunes filles en fleurs, on va retrouver une remarque extrêmement caustique à propos de tante Léonie, car il s'agit de son canapé, sur lequel le narrateur aurait éprouvé ses premiers émois sexuels et qu'il aurait légué à un bordel. Donc vous voyez ici tout le sarcasme de Proust, tout son côté blasphématoire. Le thé nous conduit au bordel sans parler ou sans penser même, si vous ne le souhaitez pas, mais c'est sous-jacent au texte de Proust, au sens argotique de thé et de théière qui, selon les dictionnaires qui sont en vente partout, signifiait l'isurine ou l'épissotière. Je crois qu'il est indispensable de tenir compte de cet aspect double de la sensibilité proustienne, qui est une sensibilité évidemment magnifique, mais cette magnificence ne s'obtient qu'au prix de la dérision et du sarcasme et même du blasphème. Ceci nous conduit à une autre subtilité proustienne qui est sa capacité d'aller très loin dans l'inexploré de la vie psychique. Beaucoup d'analystes auraient intérêt à relire les pages de Proust qui relatent des rêves. Il y en a un certain nombre, mais je prendrai un exemple tout à fait intéressant, car je pense que beaucoup d'analystes ne sont pas allés si loin dans l'investigation du rêve. C'est un rêve qu'on trouve dans Sodome et Gomorrhe et qu'on peut appeler, et Proust l'appelle ainsi, le rêve du second appartement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce rêve ? C'est tout à fait spectaculaire, si on peut dire, mais le mot est inexact, car il n'y a pas de spectacle, précisément. Il ne se passe rien. Alors que dans tous les rêves, il y a des personnages plus ou moins ambigus, contradictions, pas de contradictions, passion, etc. Nous connaissons tous les cauchemars ou les rêves idylliques. Eh bien, dans ce rêve du second appartement, il n'y a personne. On n'entend rien, sinon quelques bruits extrêmement douloureux ou extatiques. La question n'est pas résolue. Et, nous dit Proust, même le terme de « nous » est inapproprié. Il n'y a personne, c'est vide. Mais c'est douloureux ou extatique. Et je dis, en analysant ce rêve, que nous nous trouvons peut-être là, dans une région de la vie psychique qu'on peut comparer à une affection très dramatique que les analystes connaissent maintenant, et pas seulement les analystes, qui est l'autisme. Et qui se caractérise, pour dire les choses rapidement, en ceci, qu'on suppose à l'enfant autiste une sensorialité extrêmement intense, mais cette sensorialité s'accompagne d'une incapacité à nommer les sensations. Eh bien, à la lumière de ce rêve du second appartement, un rêve de sensorialité intense, dramatique, apocalyptique même, mais que Proust parvient à nommer. Je dirais que l'écrivain réussit là où l'autiste échoue.
c'est-à-dire à nommer jusqu'à l'innommable sensation. Évidemment, face à ces prouesses que beaucoup de contemporains ont remarquées, on peut dire que Proust est un remarquable psychologue. Et pourtant, Proust a toujours récusé ce compliment, en disant « Mon instrument, ce n'est pas le microscope, mon instrument, c'est le télescope ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire quelque chose de très particulier, je crois, dont on ne tient pas compte souvent quand on interroge l'expérience littéraire, car on a trop souvent tendance à la rabattre dans la psychologie. Or, pour Proust, il s'agit bien entendu de traverser la psychologie, mais de sonder des limites de l'espace psychique qui sont, comme on vient de le voir avec le rêve du second appartement, des limites qui nous conduisent à la dépersonnalisation, là où il n'y a plus de moi, où il n'y a peut-être même pas de sujet, et où le psychique bascule dans le physique, dans le corporel, et peut-être au-delà, où le subjectif bascule dans l'être, dans une dimension qui n'est pas la dimension de l'humain, et que Proust lui-même a nommé l'être en se référant, pense-t-on, à Platon, mais peut-être de manière probablement plus exacte à Schopenhauer, qui était un des maîtres qu'on enseignait à l'époque. Un autre point qu'il faudrait souligner en pensant à cette extraordinaire ambition de la littérature proustienne qu'on vient de toucher du doigt en parlant justement de cette limite entre la subjectivité et l'être qu'il a voulu atteindre, c'est le statut du personnage proustien. Beaucoup de lecteurs et des romanciers aujourd'hui sont frappés par le côté poétique de l'œuvre proustienne. Et en effet, ces métaphores extraordinaires, ces aubépines, ces odeurs de lilas, ces bruits des dalles de Saint-Marc ou de la cuillère dans la vaisselle des Guermantes, toutes ces finesses de la perception qui nous sont restituées avec une abondance métaphorique, nous montrent en effet que le roman proustien est un roman intensément poétique. Mais c'est un roman qui tisse aussi ce que Proust appelait un kaléidoscope social. Et nous voyons en effet se déployer toute la gamme de la société française, l'aristocratie, la bourgeoisie, les bas-fonds, les marginaux, ainsi de suite, et ceci à travers des personnages qui pourtant ne sont pas comme les autres. Je veux dire qu'ils ne sont pas comme les personnages réalistes que nous avons appris à connaître chez Balzac, chez Maupassant ou chez Zola. Pourquoi? Parce que ces personnages ont deux particularités qui me frappent. D'une part, et on le sait, Proust a été un grand lecteur des classiques. Saint-Simon, Sévigné, La Bruyère. Il a voulu faire de ces personnages des caractères, comme les caractères de La Bruyère, c'est-à-dire en quelque sorte des traits universels, des traits métaphoriques qui représentent quelque chose d'universel, la jalousie d'un côté, l'avarice de l'autre, comme c'est le cas chez La Bruyère, mais ceci transposé dans le monde contemporain, par exemple la vulgarité bourgeoise avec Madame Verdurin, ou l'homosexualité féminine avec ce qu'elle a de diaphane et d'insondable, mais aussi de douloureux et de dépressif chez Albertine, etc. Et pourtant, ces personnages ne sont pas de statues, même si l'image de la statue, et notamment la statue de Memnon, qui était une statue grecque colossale, hante l'imaginaire de Proust, et il souhaite, au début de l'écriture de la recherche, faire des personnages qui ressembleraient à ce Memnon. Et on trouve à la fin, d'ailleurs, de la recherche, une autre comparaison, lorsqu'il nous dit que le duc de Guermantes est comme un monstre monté sur des échasses, et nous tous, dans la mesure où nous incorporons le temps qui nous a constitués, ce temps nous fait grandir démesurément et nous sommes des monstres. Mais la comparaison avec la statue n'est pas la seule, parce que les personnages proustiens sont des personnages très proches de l'image télévisée si on veut, en tout cas de l'image qu'il a connue à son époque et qui est l'image de la lanterne magique. Et il nous donne un exemple pour nous faire saisir cette fluidité du personnage et non pas le côté colossal
Côté colossal, d'accord, mais plus que ça, fluidité. Quel est l'exemple? Eh bien, l'enfant narrateur, car au début, le narrateur est encore enfant, se fait projeter sur les murs de sa chambre les images de Golo et de Geneviève Brabant, des personnages médiévaux. Et ces images épousent le mur, les aspérités, les rideaux, les boutons de porte. En quelque sorte, ils sortent, ces personnages, de leur identité médiévale et ils épousent le fort intérieur, pourrait-on dire, de la chambre, mais aussi de l'appareil psychique de celui qui parle. Ces images deviennent fluorescentes en quelque sorte. Elles se délitent, elles se perdent, elles perdent leur consistance. Donc nous sommes dans une sorte de prégnance de l'image, ou des personnages chez Proust, des statues d'un côté, et d'autre part, évanescence, perte de l'image, monde du spectacle. Je dirais même, pour finir ce développement sur le personnage proustien, que ces personnages sortent du grand siècle, parce qu'il veut rivaliser avec les grands écrivains du XVIIe siècle en particulier, et ils sont tout prêts à entrer dans l'écran de la télévision. Il est déjà un écrivain de la société du spectacle. Il nous montre l'inconsistance du caractère. Et c'est peut-être cela aussi qui dérange certains lecteurs qui souhaitent voir un caractère réaliste, bien campé, et qui sont un peu désenchantés de trouver la fluidité de l'image et du caractère. Or, cette fluidité n'est pas sans intention, car elle rejoint quelque chose d'extrêmement important pour Proust, qui est précisément l'intenable de l'identité. Et pour commencer, probablement l'intenable de l'identité du narrateur. Il faut rappeler que Proust lui-même, de père catholique, de mère juive, est déchiré dans cette ambiguïté ethnique ou religieuse. Et il en tient compte pour faire de l'être de carrefour qu'il est un témoin des drames sexuels, politiques, amoureux, mais aussi un créateur de beauté. Et je voudrais, pour ancrer cette réflexion sur l'œuvre proustienne dans l'histoire, rappeler un commentaire qui a été fait sur cette œuvre par une politologue, philosophe, qui a écrit sur l'antisémitisme, sur l'impérialisme, et qui s'est inspirée pour cette analyse de l'œuvre de Proust. Elle a noté quelque chose qui saute aux yeux et aux oreilles de tous les lecteurs de Proust, à savoir que le juif occupe un rôle essentiel dans la recherche, notamment Swann, l'alter ego du narrateur, cet esthète sublime qui est appelé célibataire de l'art parce qu'il adore l'art mais il ne le fait pas, il n'est que collectionneur et qui, finalement rejeté par la société aristocratique mais aussi bourgeoise, après avoir été adulé, meurt très jeune. Et dans laquelle figure, encore une fois, le narrateur voit un de ces doubles tragiques qu'il va pouvoir traverser. Comment? Eh bien justement par l'écriture. Hannah Arendt nous dit Proust a saisi quelque chose d'essentiel dans l'histoire de la pensée française et de la société française, mais aussi européenne, à savoir que le judaïsme est devenu judéité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un certain nombre de juifs ont abandonné la religion, sont devenus laïcs, se sont insérés, ce qui est la marche normale de la laïcité, mais que ceci a joué un mauvais tour parce que ceux qui les ont insérés ont considéré cette judéité comme un vice, c'est-à-dire un trait charmant pour commencer, mais un vice à combattre pour finir, lorsque la société est en crise et lorsqu'on cherche un bouc émissaire. Et à ce moment-là, le charmant juif de salon se transforme en quoi? Eh bien, il se transforme en Dreyfus et toute la société va se briguer, la bonne société va pourchasser cet intrus. Et Hannah Arendt nous dit, la judéité devient vice, c'est ce que montre Proust. Je me permets un dialogue à travers le temps avec Hannah Arendt pour dire non, il n'est pas un vice, le juif, il est un témoin chez Proust.
il est un témoin des vices. Parce que le juif, au même titre que l'homosexuel et l'écrivain, est ce marginal à partir duquel la société apparaît dans son ressort secret, ou si on veut vicieux, qui est le sadomasochisme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la société se serre les rangs, qu'elle devient une unité à condition de pouvoir aimer et haïr. Et là, on trouve le sadomasochisme. On est malheureux quand on n'est pas aimé, on hait l'autre s'il ne nous aime pas, ressort donc sadomasochique du lien social, et elle exclut ce qu'elle a aimé et ce qu'elle rejette à un moment donné lorsqu'elle les assimile au bouc émissaire. Donc, le juif, l'écrivain, l'homosexuel deviennent chez Proust ces marginalités à partir desquelles on peut radiographier les vices sociaux et, dans un second temps, en faire les conditions de la beauté. En quelque sorte, Proust dirait à Hannah Arendt, non, le juif n'est pas le vice, il est la condition de la vérité et la condition de la beauté. Si on entend ainsi, si on lit ainsi la recherche, je crois qu'on se rend compte que c'est un ouvrage, comme j'essayais de le dire au début de cette émission, avec probablement d'autres textes du début du siècle, mais probablement aussi plus que d'autres, un ouvrage qui a une ambition à la fois esthétique et métaphysique exorbitante, et qui consiste à nous conduire le plus loin possible dans le voyage, que la psychanalyse par ailleurs, la philosophie de son côté, mais peut-être la littérature d'une manière désengagée et solitaire conduit dans la chair de la souffrance psychique et le plus loin possible dans les secrets de la vie politique, religieuse et morale. Louis-Ferdinand Céline. C'est sans doute un des écrivains les plus puissants et en même temps les plus contestés de la modernité. Il reprend l'héritage des grands bouleversements littéraires du XXe siècle, mais il leur imprime une sorte de marque populaire, une gouaille, une vibration émotive qui séduisent beaucoup, et en même temps une compromission insoutenable, notamment à travers ses pamphlets, qui était le sien sans précédent. Je voudrais m'arrêter sur l'émotivité du style de Céline. Il l'a lui-même exigé, il l'a lui-même souligné, il l'a lui-même voulu. Par exemple, il dit, pour reprendre une de ses lettres au professeur Indus, « Je voudrais resensibiliser la langue, qu'elle palpite plus qu'elle ne résonne. Tel fut mon but. » Ou encore, « Le style consiste à prendre les phrases en les sortant de leur gond. » Ou encore, « C'est moi les orgues de l'univers. Je fabrique l'opéra du déluge, la porte de l'enfer dans l'oreille. C'est un petit atome de rien. » Évidemment, cette ambition de traduire l'opéra du déluge dans la langue, il va la réaliser par le moyen du roman. Et nous connaissons, certains des téléspectateurs connaissent le chef-d'œuvre de Céline qui est Voyage au bout de la nuit, dans lequel Bardamu voyage en fait au bout de la passion qui s'avère être l'idiotie, le carnage, les conflits familiaux, l'insoutenable de la vie sociale tout simplement, mais aussi le pur amour. Et il y a de magnifiques pages sur l'amour pour Molly, par exemple. Ce style rythmé qui tisse le récit célinien est tout à fait spectaculaire, parce qu'il est fait, entre autres, de deux moyens que l'analyste est fasciné de découvrir. D'une part, la phrase découpée, les fameux 3 points. La phrase s'arrête, Céline met 3 points. Ce n'est pas qu'on ne suit pas l'idée, mais on est conduit à reprendre notre respiration, à musicaliser, je reprends le terme de Mallarmé, la musique et les lettres, à musicaliser la syntaxe et, en quelque sorte, à suspendre le sens, en tout cas le raisonnement, et
à nous engloutir le plus possible du côté, de l'émotion. C'est ça qu'il cherche, l'opéra du déluge. Donc, obtenu par la suspension, les 3 points, mais aussi par l'argot, qui est aussi une façon d'introduire du non-sens, ou en tout cas de la violence, car on sait souvent que l'argot est une langue qui se perd, et il est possible que les gens d'une certaine époque ne connaissent pas l'argot d'une autre époque, ou les gens d'un certain milieu ne connaissent pas l'argot de notre milieu. Eh bien, dans ces circonstances, Céline est très subtile en précisant que l'argot est, dit-il, une langue de haine. Je pense qu'il faut souligner ceci, car il a voulu aller le plus loin possible dans la mise à nu de l'émotion, mais aussi de la haine. Et dans ses pérégrinations, aux limites de l'insoutenable, il a confronté aussi bien le roman que, bien entendu, le lecteur, avec ce qu'il faut bien appeler l'abjection, qui est un thème, le thème de l'horreur, à ce qu'il m'est apparu fondamental de toutes les procédures de purification que l'humanité a connues, à commencer par les religions, qui sont des catharsis, c'est-à-dire des purifications, mais aussi de la littérature dont Aristote nous a dit qu'elle est une purification. De quoi se purifie-t-on? Ça peut être des substances sales dans certaines religions, ça peut être le maternel et le féminin, ça peut être aussi l'autre en tant qu'il est insupportable. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Eh bien, on trouve tout ceci, mais dans un condensé tout à fait vertigineux dans les textes de Céline. J'ai nommé Le voyage au bout de la nuit, mais il faudrait ajouter aussi Mort à crédit, D'un château l'autre, Le pont de Londres, etc. Or, ce voyage au cœur de l'abjection, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit celle de la femme, qu'elle soit celle de la maladie ou qu'elle soit celle de l'autre, dans ce qu'il a, je répète, d'insupportable, n'est pas sans risque. Et c'est là qu'on trouve quelque chose de tout à fait intéressant quant à l'expérience littéraire. Le risque qu'elle prend. Risque pour celui qui produit le texte, pour l'écrivain, mais aussi risque pour le lecteur. Car au moment où j'éprouve mon abjection, c'est-à-dire que je perds mes limites, je perds mon identité, je perds mon propre, si vous me permettez ce jeu de mots, je me compromets. Quelle est la solution? Soit la chute, sorte d'expérience de perte de soi que beaucoup de mystiques aussi ont éprouvée, soit le contre-investissement d'un bouc émissaire. C'est lui le responsable. C'est une sorte de défense que la psychanalyse peut repérer comme contre-feu, par choc vis-à-vis de l'abjection. Et c'est ce que Céline a apparemment éprouvé. Contre l'abjection de soi et des autres, magnifiquement mise en scène, mise en musique, mise en langue, l'opéra du déluge, je viens de le dire, il a trouvé le bouc émissaire qui se trouve être, dans notre civilisation chrétienne, et tout particulièrement dans les parages de la Deuxième Guerre mondiale, le juif. D'où ces pages insoutenables de Céline contre les Juifs, qu'il faut prendre, je crois, comme une sorte de contre-investissement, symptôme, défense contre l'abjection. J'insiste là-dessus, car l'explication n'est pas une absolution. Comprendre n'est pas absoudre, n'est pas nécessairement pardonner. Mais je crois que cette compréhension que je vous propose de l'abjection célinienne, à entendre dans les deux sens, exploration de l'abject, mais aussi compromission dans l'antisémitisme, la compréhension de cette abjection célinienne est une façon de nous conduire dans ce que peut être aussi l'erreur ou l'abjection de beaucoup d'entre nous. Donc pas du tout absolution, comme on peut le penser facilement, mais tentative d'analyser au sens étymologique du terme, c'est-à-dire dissoudre. Céline n'est peut-être pas allée aussi loin qu'on pourrait le souhaiter dans cette analyse. Il a soutenu quasiment jusqu'à la fin de sa vie cette nécessité dans laquelle il s'est trouvé pris, dans laquelle il s'est trouvé piégé, cette nécessité de l'antisémitisme. Il a néanmoins laissé entendre, et je lirai cette phrase, qu'il n'était pas
sans se douter de l'erreur dans laquelle il s'était fait piéger. Il dit ceci: « Enthousiasme, c'est beaucoup délirer. Hélas, Freud a déliré, certes beaucoup, mais notre délire à présent semble être uniquement de fanatisme politique. » Il pense évidemment à son fanatisme antisémite. « C'est encore plus ridicule. Je le sais, j'y ai été pris. » C'est dans une lettre à Indus, encore une fois. Donc, une certaine conscience de ce délire, mais sûrement pas une conscience définitive, et je pense qu'il montre là une des limites de l'expérience littéraire. Il l'avait dit lui-même: « Je suis un homme à style, pas un homme à idées. » On peut dire parfois « hélas ». Mais quelle beauté par ailleurs, et quelle leçon pour ceux qui, à l'écoute de la psychanalyse, peuvent à la fois jouir de cette beauté, mais aussi essayer de dépasser ses pièges. J'ai essayé dans ce qui précède de vous présenter quelques-unes des grandes expériences littéraires de la littérature française contemporaine. Mallarmé, Proust, Céline. Arrivé quasiment à la fin de ce raisonnement, je crois qu'il est important de nous poser une question, qui est la suivante. Cette littérature moderne, puisque c'est des modernes que je parle, est-ce qu'elle existe vraiment? Qu'est-ce que c'est que le moderne? Pour aborder des réponses possibles à cette question, pourtant difficile, quoique apparemment simple, je dirais que nous avons une vision dualiste très souvent, et donc schématique, de l'expérience littéraire. Nous pensons facilement qu'il y a d'un côté les best-sellers qui constituent une sorte de rhétorique désuète qui met en place les drames psychologiques plus ou moins galvaudés, et qu'il y aurait de l'autre côté une littérature expérimentale, une littérature d'avant-garde. En réalité, je pense que les écrivains dont je vous ai parlé aujourd'hui, et plus généralement on peut dire que toute littérature qui subit et qui défie l'épreuve du temps, montrent que ces grandes expériences sont toujours une sorte d'harmonie subtile entre la tradition d'une part et l'innovation d'autre part. Par exemple, Mallarmé, qui change de manière tellement extravagante la langue, Proust, qui fait ces métaphores insolites, mais aussi une syntaxe hyperbolique dont je ne vous ai pas assez parlé, mais que vous connaissez très bien, car une phrase de Proust occupe très facilement une, sinon deux et plusieurs pages, ou Céline avec ses 3 points, l'argot, etc. Ces écrivains donc qui défient nos habitudes, qui changent les habitudes linguistiques, mais aussi les habitudes de pensée, se sont très souvent réclamés de la tradition. Ils ont très souvent voulu être rangés dans le même panthéon que Racine, Corneille, Madame de Sévigné, Saint-Simon et j'en passe. Et ceci n'est pas seulement un goût snob. Il y a bien entendu un désir, notamment chez Proust, mais aussi chez Céline, de s'insérer dans le panthéon des lettres, de montrer son adéquation à la francité. Mais cela va plus loin que cela. Les écrivains ont le sentiment, et je dois dire que je le partage entièrement, que c'est en s'appropriant la tradition du style qu'on s'approprie la mémoire nationale et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'innover cette mémoire et par conséquent le fait national lui-même qu'en travaillant le style et la langue. On comprend dès lors que ces opérations atomiques, infinitésimales, hermétiques que ces écrivains opèrent justement au sein de la langue et dans le microcosme de la passion amoureuse, les jalousies, les homosexualités, les dépressions, ceci a un impact extrêmement profond, aussi bien pour la rénovation du psychisme de chacun des lecteurs que pour la reformulation du fait national dans ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire la langue.
Et il est peut-être intéressant de noter que la conscience de cet impact de la littérature sur le fait national, et au-delà, bien entendu, sur le psychisme d'un côté et sur l'expérience de l'être, sur l'ontologique, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien cette conscience a eu lieu en français. D'autres littératures sont allées très loin dans la beauté, dans l'expérience, mais pas nécessairement avec la conscience d'avoir accompli le travail dont je parle. Alors on peut se demander pourquoi le français. C'est peut-être en raison de la place extraordinaire que la langue française a occupée tout au long de l'histoire de la France pour la constitution du fait national, à travers la royauté, à travers la Révolution, à travers l'école, à travers les institutions. C'est aussi probablement en raison d'une très grande clarté que le cartésianisme introduit dans la langue française. C'est aussi probablement en raison de la place que les écrivains occupent au sein de la nation à travers les différentes institutions, que ce soit l'Académie française, les prix, encore une fois l'école, ainsi de suite. Toujours est-il que nous avons en France, et les étrangers à travers l'expérience française, une conscience d'un rôle, je dirais, extra-décoratif, peut-être démesuré, que joue la littérature dans l'expérience humaine. Et on peut penser, je reviens ainsi au début de cette émission, que ce rôle peut se mesurer à cette révolution, en effet copernicienne, que Freud a introduite au cœur du psychisme et qui met en cause le lien ancestral de l'homme au sens, un lien qui a été toujours pensé comme un lien sacré. La littérature devenant, à partir de là, une nouvelle version du sacré, la désacralisation du sacré si on veut, ou, pourquoi ne pas le dire, une sorte d'humilité du sacré. Alors la psychanalyse dans tout cela. Je pense que si je lis la littérature de cette façon, c'est parce que je suis informée par la théorie et par la clinique analytique. C'est l'écoute analytique qui permet de dévoiler l'exorbitante ambition de la littérature, d'être au cœur du mystère humain, du mystère national et peut-être au-delà de l'être parlant en tant que tel. Mais on peut aller aussi plus loin et dire que la littérature, à l'inverse, permet à la psychanalyse de se renouveler. J'ai donné l'exemple de Proust et son interprétation d'un rêve. Eh bien, je pense que beaucoup d'analystes pourraient, en se familiarisant avec l'expérience littéraire, et tout particulièrement avec l'expérience littéraire moderne, essayer d'enrichir leur manière d'interpréter. Car qu'est-ce que l'écoute analytique ? Beaucoup d'entre vous qui ont expérimenté l'analyse sur le divan, d'autres qui ont lu des textes analytiques le savent, c'est d'abord une empathie, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus fort que la sympathie. C'est une véritable identification que l'analyste fait avec son patient et que nous appelons transfert contre transfert. Mais cette empathie, elle n'est opérante, elle n'est efficace en analyse que si on arrive à la nommer, c'est-à-dire que si on interprète. Or, l'interprétation est donc une mise en langue, mise en récit. Par conséquent, la littérature peut être, en ce sens, un allié fondamental de la psychanalyse pour lui permettre de nommer le plus loin possible ces secrets de la vie psychique que les écrivains ont peut-être prospectés souvent sans forcément en avoir la conscience, mais avec une acuité sans précédent. Et Freud lui-même disait que ces écrivains étaient des précurseurs de la psychanalyse. En tout cas, toutes les deux, psychanalyse et littérature, à condition de faire ce double éclairage et cette espèce de mutuelle écoute et attention, peuvent nous éclairer dans la réception, mais aussi dans la création de nouvelles formes de beauté. Je sais que ces nouvelles formes de beauté parfois déconcertent. On est confronté
dans l'art moderne et dans la littérature contemporaine qui suit Mallarmé, qui suit Proust, qui suit Céline, souvent avec fascination, souvent avec rejet, mais en tout cas en se confrontant à ces grands maîtres, on est confronté à des beautés qui nous choquent, à de la laideur, à de l'insolite. Eh bien, il faudrait, je crois, bien tenir compte de la nécessité de ces formes insolites de beauté. Et à la fois entrer dans le plaisir de la perception de ces nouvelles formes, que ce soit en littérature ou ailleurs, et dans l'éclairage, dans la lucidité, dans l'analyse, dirait Freud, de leur insolite. C'est, me semble-t-il, la seule façon, en convoquant donc la littérature et la psychanalyse, de garder notre vie psychique vivante, qui est peut-être la condition de nous garder nous-mêmes vivants.